La crise immobilière de 2008 était censée être un événement unique, mais les mêmes déchets financiers toxiques qui ont ruiné l'économie à l'époque ont été reconditionnés. Cette fois, ils se cachent derrière la calandre chromée d'une Ford F-150. À la fin de 2024, les rapports montraient que plus d'Américains devaient plus sur leurs prêts pour pick-up que ce que valait leur véhicule qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire. Le propriétaire moyen devait 6 500 $ de plus que la valeur réelle de son véhicule. Une bulle de dette fantôme est en train de gonfler, et elle est prête à éclater. Et quand cela arrivera, cela va exclure toute une génération du marché immobilier. On assiste à une montée en flèche des pick-up de luxe partout, mais beaucoup d'entre eux ne sont pas utilisés comme on utilisait traditionnellement les pick-up. Au lieu de transporter du matériel, de travailler sur des chantiers ou d'affronter des terrains difficiles, ils passent la plupart de leur temps en banlieue, sur les parkings de bureaux ou dans les rues de la ville. En même temps, le prix de ces pick-up a explosé. Des modèles qui se vendent bien au-delà de 100 000 $ sont utilisés simplement pour aller au bureau et en revenir. Mais malgré ce prix élevé, la demande ne cesse d'augmenter. En fait, les données suggèrent que de nombreux acheteurs poussent leurs finances à l'extrême, juste pour en posséder un. En 2024, des sources d'Edmunds ont rapporté que plus de 40% des gros pick-up sont désormais associés à des paiements mensuels dépassant 1 000 $. Et étonnamment, beaucoup d'acheteurs ne semblent pas considérer cela comme un problème. En fait, des vidéos deviennent régulièrement virales, où des propriétaires discutent de leurs paiements mensuels impressionnants, parfois même en s'en vantant. Une conductrice a reçu des milliers de commentaires après avoir mentionné que le paiement mensuel pour le GMC Sierra 1500 AT4 de son mari était de 1 600 $. C'est seulement 500 $ de moins que le paiement hypothécaire mensuel médian aux États-Unis. Les gens ne peuvent littéralement pas se le permettre. Des documents révèlent qu'un nombre alarmant de propriétaires de pick-up se retrouvent maintenant avec des prêts dont le solde dépasse la valeur de leur véhicule. Ils doivent en gros plus sur leur voiture que ce que valent réellement leur voiture. Les spécialistes du secteur automobile affirment qu'une voiture neuve peut perdre jusqu'à 20% de sa valeur la première année. C'est encore plus pour les voitures de luxe. Pour les acheteurs qui ne versent pas assez d'acompte et finissent par financer sur de longues périodes, même avec des mensualités à 4 chiffres, ils se retrouvent dans le rouge ou à devoir plus sur leur prêt que ce que vaut leur véhicule. Fin 2024, la crise des prêts dont le solde dépasse la valeur du véhicule a atteint des proportions épidémiques, avec une moyenne de 6 000 $ par personne. C'est suffisant pour acheter une Honda Civic d'occasion fiable, content. Les sources montrent qu'un véhicule sur 5 repris, dont le solde du prêt dépasse la valeur du véhicule, accuse un déficit de 10 000 $ ou plus. Le nombre de personnes qui font reprendre leur voiture avec une valeur nette négative a également explosé, passant de 15,5% en 2022 à 24,2% en 2024. Leurs nouveaux camions rutilants sont une véritable bombe à retardement. Pour de nombreux conducteurs, cette bombe a déjà explosé. Les parcs de véhicules saisis se remplissent de milliers de Kim Wrench, à 90 000 $. Les données de Cox Automotive montrent que les saisies ont augmenté de 43% entre 2022 et 2024. À travers les États-Unis, environ 3 millions de véhicules ont été saisis en 2025. C'est le signe que, pour certains Américains, le coût pour sauver les apparences devient insoutenable. Mais comment ce problème a-t-il pu devenir aussi grave ? Est-ce qu'un grand nombre de personnes ont simplement commencé à prendre des décisions financières irrationnelles ? La raison est plus complexe et plus sinistre. Ce n'est pas le résultat de la stupidité individuelle, mais d'un échec systémique et délibéré, aggravé par la cupidité. La décennie de 2012 à 2020 a été une période crédit bon marché et de taux d'intérêt à 0%. La Fed a maintenu les taux d'intérêt bas pour stimuler la reprise économique. Cela s'est traduit par des taux bas sur les prêts automobiles. Pour beaucoup de gens, cela revenait pratiquement à de l'argent gratuit, avec des taux qui, pendant la majeure partie des années 2010, tournaient autour de 4%, jusqu'à environ 2022. C'est à ce moment-là qu'ils ont grimpé en flèche pour atteindre un peu moins de 8% pour les voitures neuves. Selon les rapports d'Experian, à la fin de 2025, le taux d'intérêt moyen pour les prêts automobiles neufs avait atteint 6,37%, tandis que le taux d'intérêt moyen pour les prêts automobiles d'occasion atteignait 11,26%. Nous avons constaté que les consommateurs avaient vécu des expériences encore plus effrayantes que cela lorsqu'il s'agissait de camions et de SUV. Une consommatrice, Melissa Dickerson, a raconté comment elle s'est retrouvée avec un paiement mensuel de 1 100 $ après que son fils ait eu un accident. Jusqu'à ce moment-là, elle payait environ 400 $ par mois pour une voiture similaire. Le nouveau prêt avait un taux d'intérêt d'environ 15%. Elle a remplacé sa voiture et s'est retrouvée avec un fardeau financier. Pendant la période des taux bas, les gens ont complètement cessé de prendre en compte les taux d'intérêt dans leurs achats. Au lieu de regarder le prix total affiché d'une voiture, ils vérifiaient simplement le paiement mensuel. Les concessionnaires savaient que cela se produisait, alors ils l'ont instrumentalisé. Une des tactiques impliquait la fiche dite à 4 cases. C'est une feuille de papier divisée en 4 sections: prix d'achat, valeur de reprise, acompte et paiement mensuel. Bien que cela semble informatif à première vue, selon d'anciens concessionnaires automobiles, la concession l'utilisait pour orienter les clients potentiels vers le chiffre qui permettrait au concessionnaire de conclure la vente, le paiement mensuel. Si le client hésite encore, la concession peut négocier pour baisser le paiement mensuel, en échange d'un prêt sur une durée beaucoup plus longue. Les clients paient alors beaucoup plus au total. Lorsque les concessions se concentrent sur le paiement mensuel,
Elles peuvent également inclure des frais supplémentaires pour dissimuler des taux d'intérêt plus élevés que ceux auxquels vous pourriez prétendre. Et les durées des prêts sont déjà assez longues. À la mi-2023, 64,5% des acheteurs avec des paiements de plus de 1000 $ avaient des prêts d'une durée comprise entre 67 et 84 mois. C'est plus long que d'obtenir une licence et un master réunis. L'un des pires pièges consiste à profiter du fait que le montant du prêt dépasse la valeur du véhicule pour vous enfoncer encore plus dans la dette. Si vous faites reprendre une voiture dont le prêt vaut plus que le véhicule, les concessionnaires peuvent proposer de rembourser le solde restant pour vous si vous achetez une voiture chez eux. Mais parfois ils intègrent simplement ce montant dans le nouveau prêt du client ou le prennent sur l'apport initial, sans que cela soit clairement indiqué dans le contrat. Les clients finissent par payer des intérêts sur un capital encore plus élevé sans vraiment s'en rendre compte. Une fois que l'industrie a compris qu'elle pouvait vendre des véhicules de plus en plus chers grâce au financement, quelque chose a changé. Les voitures abordables ont commencé à disparaître. Si les acheteurs choisissent en fonction du paiement mensuel, pourquoi continuer à fabriquer des véhicules moins chers ? Les trois grands, Ford Motor Company, General Motors et Stellantis, ont en grande partie cessé de produire le genre de camion utilitaire à 25 000 $ qui constituait autrefois l'épine dorsale de l'industrie automobile. Voici une question. Si deux personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux ? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par deux mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués. Ils ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà. C'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Les modèles simples, les pick-up abordables sur lesquels les gens comptaient depuis des décennies disparaissaient. À leur place sont arrivés des camions comme le Ford F-150, un véritable salon roulant de luxe, conçu pour augmenter les marges bénéficiaires pendant les pénuries de puces. Les données de Cox Automotive montrent que le prix moyen d'un pick-up grand format en juillet 2025 était de près de 64 800 $. Et les prix sont souvent encore plus élevés que cela en réalité. Par exemple, un Ford F-150 est proposé à partir de 38 800 $, ce qui semble raisonnable. Mais en 2025, 5 des 8 finitions disponibles coûtent plus de 65 000 $, une fois les frais obligatoires inclus. Une partie de l'augmentation massive des prix des camions reflète la hausse générale des prix automobiles. Entre 1999 et 2019, les prix des voitures ont augmenté de 2,3% au total. Mais en seulement 6 ans après cela, entre 2019 et 2025, les prix ont augmenté de 23%, soit 10 fois plus. Le marché des camions de luxe est encore pire. Les prix ont explosé, et des constructeurs automobiles savaient qu'ils pouvaient les augmenter, en raison d'une demande incroyablement élevée, surtout aux États-Unis. Le marché américain des pick-up représente 37% de la demande mondiale. Rien qu'en 2024, les consommateurs américains ont acheté 4,1 millions de pick-up, soit une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente. C'est l'équivalent de chaque habitant de Los Angeles achetant un pick-up la même année. Pour la plupart des gens, ces camions entièrement équipés et hors de prix sont complètement inutiles. Les statistiques montrent que 35% des propriétaires de Ford F-150 utilisent leur camion pour transporter des charges une fois par an ou moins. Les 3/4 de ces propriétaires ne tractent quelque chose avec leur camion qu'une fois par an ou moins. Et seulement 30% feront du tout-terrain plus d'une fois par an. C'est comme acheter une combinaison plongée à 1200 $ et la porter pour prendre sa douche tous les jours. La plupart des propriétaires de camions de luxe n'ont en réalité pas besoin d'un camion. N'importe quel berline ou crossover conviendrait parfaitement à 99% de leurs besoins, voire à tous, et serait disponible à un prix bien inférieur. Le refus de ces propriétaires de salir leur véhicule a valu à ces voitures le surnom de princesses du bitume.
Mais les constructeurs automobiles produisent des finitions les plus haut de gamme pour ces camions plus vite que jamais, tout en réduisant leur offre de modèles de base. Début 2026, Ford a augmenté son stock de F-150 aux finitions les plus haut de gamme, y compris des versions Platinum et Platinum Plus, tout en réduisant la production de leur modèle de base XL de 19%. Cela se produit à chaque fois que l'offre se resserre. Après la pandémie, Ford a donné la priorité aux finitions de luxe plutôt qu'aux camions utilitaires d'entrée de gamme. Une pénurie oblige à faire des choix, et un camion qui génère 35 000 $ de revenus supplémentaires est un choix facile à faire. Bien que Ford ne publie pas ses marges bénéficiaires exactes pour ses véhicules, nous avons constaté que la finition Platinum représente une énorme montée en gamme, coûtant 87 000 $. 87 000 $. Contre le prix de base de la finition XL qui est de 38 800 $. 38 800 $. Dans une économie de plus en plus incertaine, comment autant de personnes peuvent-elles se permettre de tels prix? La réponse simple, c'est qu'elles ne le peuvent pas. Mais les concessionnaires et les banques les trompent en leur faisant croire que ces camions de luxe sont à leur portée. Lorsque les acheteurs se concentrent sur les paiements mensuels plutôt que sur le prix total, la notion de prix abordable devient très relative. En allongeant la durée des prêts à 7 ans, les concessionnaires peuvent faire paraître même les véhicules coûteux abordables. Les banques les encouragent en faisant des prêts sur 84 mois, une nouvelle norme. Au deuxième trimestre de 2025, 22,4% des financements de véhicules neufs étaient constitués de prêts sur 84 mois. C'est en hausse par rapport à 17,6% l'année précédente. Bien que ces durées de prêt soient apparues vers le milieu des années 80. Elles ont été rarement utilisées pendant des décennies. Elles étaient fortement critiquées, comme étant à la limite de l'éthique par l'industrie automobile. Aussi récemment qu'en 2015, des sources citent John Mendel, le directeur des ventes de Honda aux États-Unis, disant que les prêts sur 84 mois sont, je cite, stupides. Non seulement pour nous, mais pour l'industrie. C'est pourquoi, même en 2018, seulement un faible pourcentage des nouveaux prêts automobiles avaient des durées aussi longues. En 2026, ils servent à financer bien plus d'un cinquième des voitures neuves. Même Honda a cédé en 2022 et a commencé à proposer des prêts sur 7 ans à ses clients. Les constructeurs automobiles ont changé d'avis parce qu'ils ont compris que c'était le seul moyen de vendre des voitures de plus en plus inaccessibles aux consommateurs. J'imagine que trouver un moyen de vendre des voitures abordables était apparemment hors de question. Le problème avec la durée de prêt de 84 mois, c'est qu'elle rend une dette supérieure à la valeur du véhicule pratiquement inévitable, surtout pour les camions de luxe. Au début, cette durée de prêt fonctionnait grâce à un mythe répandu aux États-Unis, selon lequel les camions conservent mieux leur valeur que tout autre véhicule. Même si cela a pu être vrai autrefois pour les camions utilitaires robustes qui aidaient les gens à développer et à étendre leur entreprise, ce n'est plus du tout la réalité aujourd'hui. En fait, la Ford F-150 Platinum et la GMC Denali subissent une dépréciation choquante de 25 à 30% d'une année sur l'autre. Les prêts automobiles à long terme deviennent le tueur silencieux de richesse aux États-Unis. Une Ford Platinum, dont le prix de détail moyen est d'environ 87 000 $, peut perdre environ la moitié de sa valeur en 5 ans. En fait, la majeure partie de cette dépréciation survient au cours des 3 premières années, et cela conduit directement à une dette supérieure à la valeur du véhicule. Un client verse un acompte et ne contracte un prêt que pour 80 000 $ de la valeur de la Platinum. Il a un assez bon crédit, donc il obtient un taux d'intérêt de 7%. Cela signifie qu'ils vont payer près de 21 400 $ d'intérêt au cours des 7 prochaines années. Pour seulement quelques milliers de plus, ils auraient pu acheter une Toyota Corolla 2026 pratique, rien qu'avec les intérêts de leur Ford Platinum. Même après la compte initiale de 7 000 $, le client aura encore 101 400 $ à payer sur son camion de luxe. Malheureusement, 3 ans plus tard, leur camion ne vaut plus que 43 500 $. Même si vous avez effectué tous vos paiements complets à temps, il vous reste encore 50 400 $ à rembourser, ce qui mène à près de 7 000 $ en dette, supérieure à la valeur du véhicule. Le F-150 n'est pas une exception non plus. De 2021 à 2026, le Chevrolet Silverado 1500 et le GMC Sierra ont également perdu 42% de leur valeur. Et si vous essayez de vendre ces camions, le marché secondaire s'est effondré, parce que les consommateurs commencent enfin à se détourner des camions, en partie à cause du coût de la vie plus élevé et des prix de l'essence. Les rapports du Kinnick début 2026 montrent une baisse de 3% du nombre de personnes qui pensent que leur prochaine voiture sera un SUV ou un camion. Tout cela a créé une situation dans laquelle les consommateurs sont piégés dans des cycles d'endettement croissants, avec des actifs à valeur négative et sans issue claire. Les conséquences ont déjà commencé. Nous avons trouvé des sources chez Moody's indiquant que 30% ou plus des prêts automobiles subprime sont en défaut de paiement. C'est à peu près le taux de défaut des prêts hypothécaires subprime qui a provoqué la grande récession. Alors, que font les banques avec tous ces défauts ? Ne sont-elles pas mécontentes de l'argent qu'elles perdent ? Pas vraiment, parce qu'en réalité elles ne perdent pas du tout d'argent. Elles ont créé ces prêts pour se protéger, pendant que les consommateurs font faillite. En 2025, Bloomberg a rapporté que les prêts automobiles accordés à des consommateurs avec un mauvais crédit soutenaient plus de 37 milliards de dollars d'obligations. Mais Wall Street a trouvé un moyen d'en tirer profit. Ils ont commencé à facturer des taux d'intérêt absurdement élevés aux clients ayant un crédit risqué et à répartir le risque.
C'est un processus connu sous le nom de titrisation. Cette pratique a été fortement réglementée pour les prêts hypothécaires après la grande récession, grâce à de nouvelles lois et à la création du Bureau de protection financière des consommateurs, ou CFPB. Les entreprises étaient censées enquêter sur la situation financière des consommateurs pour s'assurer qu'ils avaient de bonnes chances de rembourser leurs prêts. Mais les concessionnaires automobiles se sont battus avec acharnement et ont obtenu des exemptions de la supervision du CFPB, en faisant valoir que les voitures étaient un bien absolument nécessaire pour les Américains. De plus, les banques ne prennent pratiquement aucun risque, car la plupart des prêts automobiles ne sont pas concentrés dans les mêmes banques. Ils sont répartis entre les coopératives de crédit et les filiales de financement, comme Ford Credit. Donc le consommateur se retrouve en défaut de paiement et perd tout, mais la banque gagne quand même. Un exemple est le Drive 2019-3 Trust. Bien que sa valeur nominale ait été de 1,21 milliard de dollars, 344 millions de dollars supplémentaires de prêts automobiles y ont été regroupés pour servir de coussin contre les pertes. Il a été géré par Santander Consumer USA, l'un des plus grands prêteurs subprime du pays. Le plan de Santander était simple et conçu pour générer d'énormes profits pour eux. Il propose des prêts automobiles à des emprunteurs généralement risqués, avec un taux d'intérêt moyen de 19%. Certains prêts avaient des taux d'intérêt allant jusqu'à 29,99%, mais les obligations versaient des taux d'intérêt d'1,5 à 1%. Les taux d'intérêt étaient si élevés que Santander a prédit que même si 42% des consommateurs faisaient défaut sur leur paiement, la banque serait toujours gagnante. Comme le taux moyen de défaut en 2025 a atteint 30%, c'était un pari plutôt sûr. Pour se protéger encore davantage contre les défauts, Santander s'est montré créatif en ce qui concerne la structure de Drive 2019-3. Même si tous les emprunteurs faisaient défaut, les investisseurs dans les 3 premières tranches, ceux qui sont remboursés en priorité, ne subiraient aucune perte. L'entreprise elle-même n'avait qu'à conserver une participation de 5% dans sa titrisation. Dans ce cas, cela représentait 71 millions de dollars de ses propres fonds. S'il y avait un nombre massif de défauts supplémentaires, elle serait la dernière à être remboursée. Mais si des défauts se situaient au niveau assez élevé prévu, ou en dessous, elle recevrait une grande part de l'argent restant. En fait, des rapports de SP Global Ratings montraient que même si jusqu'à 60% des emprunteurs faisaient défaut, chaque détenteur d'obligations senior serait remboursé. Une source d'une banque d'investissement privée a déclaré qu'on pouvait le considérer comme étant structuré comme un abri anti-atomique contre une explosion nucléaire. Sans parler du fait que la technologie GPS et le suivi des plaques d'immatriculation ont rendu la localisation, la reprise et la revente des voitures dont les propriétaires sont en défaut de paiement plus facile que jamais. L'argent provenant de ces ventes va directement sur les comptes des détenteurs d'obligations. Selon des déclarations de l'Association nationale du financement automobile, ces prêts subprime sont censés aider les consommateurs. Sinon, les personnes sans mon crédit ne pourraient pas se déplacer dans un pays aussi dépendant de la voiture que les États-Unis. Les experts du secteur ne sont pas d'accord. Un professeur de droit et ancien membre du CFPB a déclaré « Ce marché est structuré pour générer de l'argent, même s'il exploite peut-être les emprunteurs. » C'est exactement ce qui s'est passé avec Drive 2019-3. Lorsqu'il a été clôturé, 25% de l'argent des prêts n'avait pas été remboursé. Comme Santander s'attendait à un taux de défaut de 42%, cela a entraîné une manne de profit pour le groupe. Nous avons examiné les dépôts auprès de la SEC et découvert qu'en plus des quelques 121 millions de dollars que Santander a reçus en frais de gestion, elle a également perçu au moins 155 millions de dollars en paiement de bonus. Mais cela s'est accompagné d'une réalité bien plus dure. Plus d'un quart de ses clients ont vu leur véhicule saisi, beaucoup se retrouvant piégés dans des cycles de dette croissantes. Dans certains cas, ils ont été poussés vers la faillite. Le pire, lors de ces saisies, ce ne sont pas seulement des voitures familiales qui sont remorquées. Ils emportent avec eux le rêve américain de la plupart des gens. Les paiements pour les camions eux-mêmes grignotent la richesse des Américains, bien plus qu'ils ne le pensent. Ce n'est pas seulement l'argent qu'ils mettent dans le camion, c'est aussi ce qu'ils pourraient faire de cet argent à la place. Les personnes qui arrivent à assumer une mensualité de camion de plus de 1000 $ pour un camion pourraient plutôt gagner des millions pour leur retraite. Un paiement mensuel de 1300 $, investi chaque mois dans le S&P 500 pendant 30 ans, rapporterait 2,97 millions de dollars. Ce n'est pas seulement suffisant pour une retraite très confortable, mais aussi pour 3 maisons de luxe, ou même une île privée entière à savourer pendant vos vieux jours. C'est ainsi que ces paiements deviennent un transfert de richesse invisible. Ils détruisent le revenu des ménages et affaiblissent la capacité des gens à économiser pour acheter une maison. Quelqu'un qui gagne 75 000 $ par an, tout en payant 1200 $ par mois, en tenant compte des conditions du prêt et de la dépréciation rapide des véhicules, réduit son pouvoir d'achat de 165 000 $. Sachant que le prix moyen d'une maison à la milieu de l'année 2026 s'élève à 368 198 $. Cela représente 45% du prix total de vente moyen d'une maison.
C'est la différence entre posséder un jour une maison de 4 chambres ou vivre dans un studio. Et contrairement aux maisons, les camions de luxe ne feront que chuter en valeur. Les consommateurs se retrouvent avec une dette supérieure à la valeur du véhicule, plus endettés, avec leurs perspectives d'avenir qui leur sont volées par les banques et les concessionnaires. Même avec toutes ces décisions financières insensées, certaines personnes pensent que la dette automobile d'un homme est son problème. Mais le camion à 100 000 $ n'est pas seulement un mauvais achat. C'est un signe avant-coureur systémique d'un effondrement imminent du crédit. Tout comme la crise des prêts hypothécaires qui a provoqué la grande récession, la bulle des prêts automobiles commence à éclater, et les conséquences seront dévastatrices. Les ventes de voitures neuves ralentissent, les stocks augmentent, et les camions de luxe restent plus longtemps sur les parkings des concessionnaires, car plus personne n'est en mesure de les acheter. Les données de Cox montrent qu'après mai 2025, le volume des stocks a augmenté à un rythme régulier. Les concessionnaires se retrouvent maintenant avec un nombre de jours de stock interminable, alors que les restitutions commencent de la part de personnes qui réalisent qu'elles ne peuvent pas se permettre ce qu'on leur avait fait croire qu'elles pouvaient acheter. Alors que le nombre moyen de jours de stock aux États-Unis, toutes marques confondues, était de 84. Pour les grands constructeurs de camions de luxe, presque tous ont un stock de plus de 100 jours. Chrysler en était à 1, stock de 111 jours, tandis que Ford atteignait un chiffre impressionnant de 113 jours. Cela s'est traduit par 2 870 000 véhicules neufs, disponibles et inutilisés sur les parkings des concessionnaires en octobre 2025. C'est une augmentation de près de 5% par rapport au mois précédent. C'est plus que le nombre total de voitures immatriculées à New York. Pour les personnes ayant déjà une voiture et un prêt, le taux d'impayé des prêts de plus de 60 mois a augmenté de 5 points de base entre le début de 2024 et le début de 2025. Cela fait que le taux d'impayé en 2025 est plus élevé que le taux maximal du début de 2009, le début de l'une des pires récessions mondiales de ces dernières années. En octobre 2025, 6,65% des emprunteurs subprime avaient au moins 2 mois de retard sur leur prêt automobile. L'inflation, le retour des factures de prêts étudiants et un marché du travail quelque peu stagnant continuent de mettre la pression sur les automobilistes qui n'arrivent tout simplement plus à suivre. Plus inquiétant encore, à cause de cette pression, le pourcentage d'emprunteurs classés comme subprime a atteint son niveau le plus élevé depuis 2019, soit près de 15% des clients. Donc, ce cercle vicieux de pratiques de prêts douteuses et de défauts de paiement ne fera qu'empirer. Et comme pour la plupart des crises, c'est le marché subprime qui est le premier touché. Le prêteur automobile subprime texan Tricolor Holdings s'est soudainement effondré en septembre 2025. Même avec toutes les protections mises en place par ces institutions financières, le marché des camions de luxe s'est tellement détérioré que cela n'a tout simplement pas suffi à les sauver. Bien que Tricolor n'ait pas été l'une des plus grandes entreprises, sa faillite et sa liquidation ont provoqué une onde de choc à Wall Street. Même des géants financiers comme JP Morgan Chase et BlackRock ont été ébranlés. Certains y voient un signe avant-coureur de ce qui pourrait arriver. Une source d'Axony Capital affirme que les acteurs du marché des ABS créent une demande incroyable pour les prêts automobiles subprime, ce qui entraîne des critères d'octroi du crédit laxistes, voire parfois imprudents. Pour les consommateurs qui ont tout perdu à cause de ces pratiques, dire que c'est imprudent est un euphémisme. Il y a une raison encore plus sinistre à cela. La faillite a déclenché une vaste enquête fédérale, précisément sur les pratiques qui exploitent les acheteurs de voitures depuis des années. Les procureurs fédéraux examinent maintenant les documents et les pratiques de Tricolor pour rechercher des preuves de fraude. Malheureusement, cette enquête arrive peut-être trop tard. Les concessionnaires et les banques ont trouvé un moyen de faire paraître abordables sur le papier des véhicules de plus en plus chers, pourtant inutiles pour la plupart des acheteurs. Des prêts plus longs et des paiements mensuels plus faibles ont entraîné les consommateurs dans un endettement dont ils ne mesuraient pas pleinement l'ampleur, tandis que les profits augmentaient de l'autre côté. Ce qui était autrefois un véhicule de travail fiable et abordable pour la classe moyenne est devenu tout autre chose. C'est moins un outil de travail qu'un outil d'extraction financière. Peut-être que c'est ce qu'il représente vraiment. Une époque où l'apparence du succès est facile à acheter, mais la liberté financière ne l'est pas. Au final, ce ne sont pas les camions qui ont changé qui nous sommes, c'est la dette que nous avons contractée pour les posséder. La hausse des camions coûteux et l'augmentation des paiements mensuels ne se produisent pas isolément. Cela fait partie d'un système plus large, qui met la pression sur les constructeurs automobiles à l'origine de ces véhicules. Et pour Ford, la situation commence à paraître beaucoup plus instable. Regardez la véritable raison des difficultés de Ford pour comprendre pourquoi Détroit panique. Ou cliquez ici.